Salut tout le monde, c'est Justice. Je vous présente ici en une quinzaine de minutes une vidéo Focus Hero sur Fen de la faction Lyra. L'objectif de la vidéo, c'est de voir un petit peu les cartes qu'on peut mettre qui seront adéquates avec ce héros, en combien d'exemplaires, si on les met plutôt en commune, plutôt en rare, et on s'attardera un petit peu sur les uniques qu'on peut vouloir rechercher en fonction de la stratégie qu'on souhaite réaliser. Avec Fen, donc, il y a deux choses à retenir. La première, c'est qu'on ne choisira pas la carte qu'on va mettre en mana et on devra la mettre en mana systématiquement. Donc, il va falloir construire son deck de façon à pouvoir jouer nos cartes, que ce soit de la main ou de la réserve, et en tout cas avec des cartes qui coûtent pas 6 depuis la main, sinon on sera un petit peu embêté si on la pioche autour d'eux. En compensation, on va pouvoir ravitailler systématiquement à midi. Donc on va avoir en moyenne un avantage quand même d'une demi-carte par rapport à notre adversaire chaque tour. Sur ce tableau, je vous présente sur la première ligne les cartes que je mettrai plutôt dans une version commune qui me semble adéquate avec Fen, et sur une seconde ligne, celle que je mettrai plutôt dans la version rare. Dans les cartes que je vois dans tout type de deck, celles qui sont, on va dire, un peu polyvalentes, on va avoir la fée clochette, intéressante puisqu'elle coûte que 2 depuis la main pour des statistiques à 1-3-3, ce qui est plutôt intéressant. Et du coup, si jamais je dois la ravitailler, pour 3, je mets 1-3-3 et je sabote. Donc c'est intéressant, même si je vais la ravitailler, que ce soit de la main ou de la réserve. Et on va voir que c'est quand même ce qu'on cherche à faire avec Fen. Une carte que je peux mettre du coup en 3 exemplaires si j'ai la place. Ça vient embêter un petit peu mon adversaire, c'est pas mal. Kodama serait intéressant, ça décale un petit peu sa puissance au tour suivant avec son effet d'endormi, mais si je le ravitaille, je peux utiliser son effet de soutien pour aller ancrer. Et ancrer des personnages qui coûtent 3 ou moins, j'en ai quand même quelques-uns qui sont très intéressants dans la faction. Donc si j'ai pas mal de personnages comme ça dans mon deck, je peux le mettre en 3 exemplaires sans trop de soucis. Notamment les deux personnages que je présente après, Anansi et Aloe Vera. Si je mets ces personnages chacun en 3 exemplaires, j'ai tout intérêt à venir mettre des cartes qui me permettent de les ancrer gratuitement avec des effets de soutien. Donc avec le Kodama et avec le Chapelier. Anansi, il va avoir un réel intérêt dans Fen, puisque Fen me permet de ravitailler à midi, donc de commencer finalement mon tour avec potentiellement 3 cartes dans la réserve. Donc Anansi sera quand même pas mal boosté, et si en plus j'ai quelques aloe vera, bah, je peux commencer mon tour même avec 4 cartes dans ma réserve, donc ce sera très 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 intéressant. Ensuite, au niveau des cartes qui nous coûtent pas très cher à mettre, on a la martingale et la prestidigitatrice de l'Ouroboros. Ça me permet un petit peu de temporiser, de voir ce que fait l'adversaire pour réagir en fonction. La martingale me permet de payer les cartes du coup moins cher. Vu que je suis sur un avantage en termes de ravitaillement, de pioche de cartes, je peux mettre pas mal d'effets de soutien qui peuvent avoir un réel intérêt dans le deck pour aller sortir des cartes. Je peux mettre ces cartes en 3 exemplaires, je pense que ça marchera dans la plupart des decks que je peux construire. Et donc pour terminer, le Chapelier avec son effet ancré qui me semble assez intéressant, qu'on pourra aussi mettre du coup au moins en 2 exemplaires, peut-être pas en 3 puisque je veux pas le piocher trop tôt, il a quand même un coût assez élevé. Je veux pas avoir 3 Chapeliers dans les premiers tours si jamais je devais piocher que ça. Une autre stratégie, enfin une des stratégies qu'on peut mettre en place, c'est le fait d'aller mettre des cartes en mana pour aller sortir le plus tôt possible Hydra Kaena. On peut mettre du coup Tomoe Gozen aussi dans le deck, puisque l'intérêt ça va être d'obtenir le plus rapidement possible du coup 6-7 mana. Donc on pourra mettre ces cartes en 3 exemplaires sans trop de soucis. Hydrakana, si on veut se limiter, là aussi la possibilité de l'avoir en trop d'exemplaires dès le début de la partie, on peut peut-être le limiter à 2. Mais le puissant Jin aura tout son intérêt dans ce deck. Lui, on peut le mettre en 3 exemplaires. On va le jouer de la main ou de la réserve s'il est ravitaillé. Il est encore plus intéressant puisqu'il coûte moins cher finalement depuis la réserve. Et du coup, après, je le mets dans ma mana. Donc, je vais accélérer un petit peu la possibilité de sortir mon Hydrakana, donc le plus tôt possible. Et donc, si je le sors le plus tôt possible et que mon adversaire n'a pas la possibilité de le gérer, ça me donne un sacré avantage et je vais prendre l'ascendant sur la partie. Donc, je vais courir en tête. On a du coup, pour aller dans ce deck, 3 cartes qui sont intéressantes dans les personnages puisqu'ils ont un effet de soutien qui me permettent de payer mes cartes moins chères. Donc là encore, toujours dans la stratégie de sortir mon Hydrakana le plus rapidement possible. En plus de ça, les 3 sont intéressantes puisque de la main
elles vont avoir des choses intéressantes à faire. Le Scald me permet de la main d'aller enlever une carte qui ne me sert à rien de ma réserve pour aller la remplacer par une autre. L'encrière me permet du coup, à la fin du tour, quand elle va aller de l'expédition à ma réserve, d'aller ramener quelque chose de la réserve dans ma main qui pourrait avoir un réel intérêt quand je vais le jouer de la main. La croupière de l'Ouroboros, quant à elle, elle va avoir des bonnes statistiques par rapport à son coût et me permet de me donner un avantage en termes de nombre de cartes. Je continue, j'ai le Loki qui peut avoir son intérêt puisque plus je vais jouer de cartes avec des effets de soutien et plus je vais finir par m'épuiser. C'est pas forcément ce qu'on cherche à faire, hein, surtout qu'on a de base quand même pas mal d'avantages avec l'IRA. Mais si je veux gagner le plus tôt possible, finalement, je veux pas garder un avantage trop conséquent en nombre de cartes. Donc si je suis un petit peu limite, je peux avoir un intérêt à conserver un petit Loki dans ma main pour quand j'ai plus de cartes en main, finalement, aller le jouer pour aller récupérer 3 cartes. En même temps, sur une fin de partie, c'est pas mal du tout puisque ça permet aussi de changer tous les plans de mon adversaire si je lui remplace les cartes qu'il avait prévues, qu'il avait gardées jusqu'à la fin. Une carte que je mettrais du coup plutôt en un exemplaire, alors que tout ce qu'on a vu avant, je pense qu'on peut le mettre jusqu'à 3 exemplaires en fonction de ce qu'on veut mettre dans notre deck, en fonction de comment on veut le construire. Meunier Tudor, même chose, il a cet effet de soutien qui est toujours le même, qui nous permet de rabaisser le coût des cartes, donc il ira très bien dans ce type de deck. Et en plus de ça, il est très intéressant dans un dernier tour, puisqu'il permet d'endormir un adversaire et du coup potentiellement de lui voler l'expédition. Au niveau des sorts, on a Franchir le Bifrost et AP qui peuvent être intéressants pour aller changer au dernier moment l'Hydrakeana d'expédition et donc de venir un petit peu surprendre notre adversaire comme ça pour un coût très réduit. Des cartes qu'on pourra mettre en 1 ou 2 exemplaires chacune. C'est pas la stratégie principale, mais ça peut donner une petite surprise très intéressante. Et petit pas bond de géant, vu qu'on est dans un deck qui va courir en tête, on risque d'arriver du coup à un déplacement de la victoire au moins en même temps que notre adversaire, alors qu'on va commencer à s'épuiser. Et du coup, si on commence notre dernier tour avec cette carte, et ben on gagne instantanément la partie. Donc une carte très intéressante qu'on peut mettre, je pense, en 2 exemplaires pour espérer avoir plus de probabilité, en tout cas, de la piocher, sans pour autant l'avoir dès le début de la partie. Petite orientation stratégique différente, on a des cartes du coup qui ont des coûts de 0-0-0. Donc ça marche très bien avec le Comédien Lyra et Yongsu qui vont gagner quelques boosts s'il y a au total 3 statistiques à 0. Donc on a la Prestigitatrice et on a l'Hydra Kaena. On peut aller compléter avec du coup le Comédien et Yongsu, pourquoi pas, en 2 ou 3 exemplaires en fonction de ce qu'on veut faire. Soit on le rajoute un petit peu au deck si on a l'Hydra Kaena, soit on oriente vraiment tout notre deck avec des stats à 0, et donc dans ce cas-là, on met le Anansi dans la version rare en 3 exemplaires, et donc là, on peut aller mettre 3 comédiens et 3 Yongsu. On mettra peut-être également la navigatrice, puisqu'elle a déjà 2 stats à 0, donc finalement, il nous manque juste une autre carte avec une stat à 0, et on aura du coup l'effet de ces cartes. Au niveau des sorts, ici, on va parler plutôt contrôle. Donc, encore une autre stratégie du deck où on va mettre beaucoup de sorts pour venir embêter notre adversaire. On va chercher à l'épuiser le plus rapidement possible, sachant que nous, on va pas s'épuiser puisqu'on aura ce fameux ravitaillement qui nous fera tenir assez longtemps sur la partie. Donc, contrairement au deck où on va mettre des cartes en mana, ici, on va plutôt temporiser et faire en sorte de ne pas laisser gagner l'adversaire le maximum de fois, et donc de plutôt prendre l'ascendant sur lui en fin de partie pour venir le rattraper alors qu'on l'a épuisé et qu'il n'aura plus grand chose à jouer. Entraînement a cappella, très intéressant, 3 exemplaires, ça coûte seulement 1, ça temporise et ça embête l'adversaire en lui renvoyant du coup des cartes à la défausse au lieu qu'elles repartent en réserve. En plus de ça, le sort n'est pas fugace, donc on peut l'utiliser 2 fois le même tour, c'est vraiment très intéressant. L'espionnage va être intéressant pour temporiser, pour saboter, donc pour embêter l'adversaire et éviter que notamment les uniques reviennent de la réserve. Et en plus de ça, on ravitaille, donc ça peut être très intéressant avant d'aller sortir un Anansi. Le cocon d'étoffe, une carte absolument incroyable chez Lyra, puisqu'elle permet de tout faire. Elle permet de défausser du coup un personnage. Il faut juste trouver un personnage qui soit ancré, donc notamment tout ce qui nous embête chez Mona.
Endormi, tout ce qui va nous embêter chez Warou, ou alors Fugace, ce qui représente plus ou moins la moitié des cartes que va jouer notre adversaire au final. Sachant qu'on peut très bien rendre Fugace aussi avec entraînement a cappella et surprendre un petit peu avec le cocon d'étoffe que n'avait pas vu venir notre adversaire. En plus de ça, la version commune nous permet quelque chose d'assez intéressant, c'est aussi à la place de défausser un permanent que l'on va cibler. Donc on peut aller cibler les permanents, quel que soit leur coût, qui vont nous gêner, qui seront vraiment la stratégie principale de l'adversaire, donc notamment les monolithes, les ruches ou les havres. Contrairement aux 3 cartes précédentes qui vont se jouer potentiellement 3 exemplaires chacune, la prison de peinture elle est plus situationnelle, donc on pourra peut-être la limiter à un exemplaire, voire 2 si on veut s'amuser un petit peu. L'intérêt c'est de pouvoir renvoyer du coup n'importe quoi, donc permanent ou personnage, au-dessus du deck. Donc on va plutôt renvoyer des choses qui sont pas intéressantes pour l'adversaire à rejouer parce que ça coûte trop cher. Et nous, on peut diminuer du coup le coût de cette carte à 3 si on défausse une carte de la réserve. On peut avoir pas mal de cartes de la réserve. Si on voit qu'on n'a pas de Anansi qui va les utiliser, on peut enlever, ce qui ne va pas forcément être super pertinent à jouer de la réserve. Le tapis, même chose, il nous permettra d'enlever des cartes de la réserve qui ne sont pas forcément les plus intéressantes et va nous permettre d'aller booster quelqu'un. Donc si on booste quelqu'un et que derrière on va l'ancrer, ça peut être quand même vraiment très fort. Sachant que du coup, si on défausse une carte de la réserve, on augmente le résultat de 2. Donc ça permet quand même d'avoir une prise de statistiques très importante et donc logiquement de prendre l'expédition sur lequel on va jouer ce tapis. On le limitera peut-être un petit peu puisque on veut pas forcément avoir que ce genre de sort dans la main, donc je les limiterai à un maximum 2 exemplaires. Au niveau du coup des decks où on va jouer beaucoup de sorts, on va avoir le disciple studieux et on va avoir Flamel qui seront intéressants. Le disciple, il est très bien pour être joué en début de tour, il ne coûte que 1, donc on peut le mettre logiquement en 3 exemplaires. Le Flamel, il coûte quand même 4, il est un peu plus situationnel, on ne pourra pas le mettre systématiquement, donc je limiterai peut-être plus à 1 ou 2 exemplaires. Les deux ont un effet de soutien intéressant, donc si jamais on les ravitaille, ils peuvent être du coup défaussés pour aller utiliser un sort avec un coût de 1 de moins. Et du coup, logiquement, avec Flamel, si on le joue, vu qu'on peut renvoyer un sort de la réserve à la main, on aura tout intérêt à les mettre dans notre deck Zoo et Entraînement Magique, au moins en 2 exemplaires chacun. En plus de ça, on peut aller compléter avec Hathor ou Encrier de l'Ouroboros, qui nous permettent tous les deux de renvoyer des cartes dans notre main, que ce soit avec l'effet de soutien de Hathor, et on est sur une carte qui est quand même intéressante quand on va la jouer depuis la main, avec ses statistiques qui sont très fortes par rapport à son coût, et du coup l'Encrière qui nous permettra de renvoyer depuis la réserve quand elle va être jouée depuis la main, en tout cas en fin de tour, quand elle va aller en réserve. Et si jamais je la ravitaille, je peux aussi aller jouer une carte, n'importe laquelle, pour un coût inférieur. 2 cartes pour compléter un petit peu ce type de deck qui va se vouloir un petit peu long dans la durée. La Alice qui va me permettre de temporiser pour aller jouer mes sorts le plus tard possible pour surprendre mon adversaire. Et Robin des Bois pour venir, encore une fois, venir embêter mon adversaire et faire en sorte qu'il ne puisse pas jouer finalement toutes les cartes qu'il avait prévu de jouer. Les 2 cartes, du coup, sont intéressantes si on les ravitaille. Donc la Alice, je le disais, elle a son effet après vous. Et le Robin des Bois, il me permet, du coup, encore une fois, comme la plupart des cartes, de payer les autres cartes moins cher. Donc ça nous fait des cartes quand même assez polyvalentes. Le Festival Lyra, il marche aussi très bien chez Fen, tout simplement parce que Fen nous permet de ravitailler. Donc si on met pas mal de cartes qui sont avec des coûts faibles, on peut en avoir pas mal et donc on peut les mettre et aller leur mettre les statuts plus facilement. Je l'ai mis en commune ou en rare puisque les deux peuvent s'entendre. Je pense que la version rare fait un peu plus de sens avec Fen, puisque on va pouvoir mettre nos personnages sans trop de soucis et à la fin finalement venir surprendre peut-être notre adversaire en lui sortant un Festival Lyra avec un coût de peut-être 2 ou 3 si on défausse des cartes de la réserve qui nous réduisent le coût de notre permanent. Entraînement a cappella est une carte du coup qui sera très intéressante dans le deck, hein. Ça temporise pour pouvoir jouer notre Festival Lyra le plus tard possible
mais ça permet aussi de donner fugace. Donc si jamais c'est la condition qui nous manque et qu'il nous reste un de mana et un entraînement a cappella en main, eh ben on peut finir là-dessus. Meunier Tudor sera intéressant pour aller endormir, effectivement, c'est l'un de nos statuts qu'il nous faut. Ça peut avoir son sens en rare si on veut endormir vraiment tout le monde est préparé. Donc on sait que potentiellement on va faire nos 2 expéditions, mais du coup on commence plutôt le tour d'après avec plusieurs personnages. Donc il suffit derrière d'aller leur mettre des statuts, ce qui est très intéressant puisqu'on peut ravitailler du coup un personnage qui a un effet de soutien qui nous permet d'ancrer gratuitement. Donc c'est peut-être ce qu'on cherche pour finir la partie. Et on peut aussi potentiellement temporiser si on voit que l'adversaire devait gagner l'expédition, on peut aussi en lui endormir tout le monde et espérer sortir nous le tour d'après les personnages qu'il nous faut avec les effets souhaités. L'espionnage va être intéressant, il nous permet notamment de ravitailler, c'est pour ça qu'il va être bien avec le festival. Donc ça temporise et ça va chercher potentiellement la carte qui nous manquait, qui nous permet d'ancrer. Le cocon d'étoffe peut s'entendre vraiment si du coup on voit qu'on n'est pas sur un tour où on va gagner avec les statuts et qu'on préfère endormir l'adversaire. Dans ce cas-là, le cocon d'étoffe avec un coup de 2 peut être intéressant pour aller enlever ce que va avoir notre adversaire. Mais je pense que un deck festival peut très bien marcher sans cocon d'étoffe ou en tout cas sans cette version rare. La martingale et la prestidigitatrice, évidemment, pour avoir des cartes qui nous coûtent peu cher à mettre et donc mettre de la quantité sur le terrain. Disciple studieux, même chose, sachant qu'il nous permet de jouer potentiellement la Capella gratuitement. Esmeralda qui va nous permettre de ravitailler, donc encore une fois d'aller chercher les cartes qui nous manquent avec pour mettre les statuts que nous demande le festival. Le marchand de sable et le Kodama qui vont nous permettre d'endormir, potentiellement de s'endormir eux-mêmes quand ils vont être joués. Enfin, le Kodama n'a pas le choix, mais le marchand de sable va avoir le choix. Ils coûtent pas très cher, donc c'est des cartes essentielles à notre deck festival, à mettre en 3 exemplaires chacun. Même chose pour Aloe Vera et Chapelier, qu'on mettra en 3 exemplaires chacun. C'est des cartes qui nous permettent d'ancrer. L'intérêt du Kodama, c'est qu'il fait les deux, donc absolument essentiel dans le deck. Et pour avoir un peu plus d'ancrage, on peut potentiellement aller rajouter du Pignon Pugnace ou de l'Asmodée. C'est des cartes qui valent un peu cher, donc moi je les mettrais pas en plus d'un exemplaire si je devais les mettre dans le deck. Et enfin, la danseuse d'étoffe Lyra, qui permet potentiellement d'aller chercher notre dernier fugace si jamais on a rien, ou en tout cas que l'adversaire voit qu'on n'a plus rien en réserve, on a notre personnage qui est fugace, et du coup il choisit de le défausser, et ben on peut finalement, grâce à la danseuse, mettre notre dernier personnage et lui donner fugace du coup à lui-même pour venir avoir tous nos statuts. Voilà, au niveau des uniques maintenant qu'on peut vouloir mettre dans le deck, au niveau du festival, on va avoir toutes les uniques évidemment qui vont rajouter, sans remplacer de cartes, des effets du coup d'ancrage ou d'endormi. Ça peut être très intéressant. Surtout si c'est des cartes qui valent peu cher. Avec du coup une stratégie autour de la mana, si on a des effets un petit peu comme le puissant Djinn qui permettent de monter la mana, ça peut être très intéressant pour sortir encore une fois les Dracana très tôt. Et en dehors de ça, tous les effets de soutien qui nous permettent du coup de payer moins cher seront intéressants, ou même qui vont nous permettre d'ancrer des personnages d'une façon ou d'une autre. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a permis de réfléchir à l'orientation stratégique que vous allez donner à votre deck. On a vu qu'il y a vraiment pas mal de possibilités différentes et je pense que toutes celles-ci sont à peu près viables en fonction de la construction qu'on mène. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite un bon jeu et je vous dis à très vite.